Alors, bonsoir à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Alors, pour commencer, nous allons présenter nos interlocuteurs. Donc, ce soir, nous sommes en compagnie de Florent Bouscaïré, qui est un chirurgien spécialiste du genou et fondateur de l'antenne SOS Genoux de Montpellier, qui nous démontrera les avantages et les spécificités de la technique de l'allogreffe. Et nous sommes également en compagnie de Yoann Pereira, qui est un kinésithérapeute spécialiste des pathologies orthopédiques et traumatologiques du membre inférieur. Donc, pour commencer, je vous invite à vous connecter à WooClap pour répondre à la première question. Pour vous, qu'est-ce qu'une zygomantoplastie antérieure du genou de type allogreffe? Je vous laisse 5 petites minutes pour répondre à cette question. Ensuite, nous démarrons le webinaire. Alors, nous allons débuter. Donc, comme on peut le constater dans le nuage de mots, pour vous, l'allogreffe, c'est bien sûr une greffe. Ça touche les tendons, les os, les ligaments, les cellules souches. Alors, pour en savoir un peu plus sur le sujet, nous allons donner la parole à Florent Bouscaïré pour qu'est-ce que l'allogreffe. Florent, je vous laisse débuter donc ce webinaire. Donc, je disais que l'histoire qui m'avait amené donc, à ces allogreffes était donc, l'accident très grave de ce skieur de l'équipe de France, Valentin Giromoine, qui s'était luxé les 2 genoux. Donc, ce qui laissait augurer de chirurgie ligamentaire extrêmement complexe avec donc, des pentates sur chacun des genoux. Donc, il a été pris en charge en urgence sur une équipe lyonnaise que je connais bien, donc, avec laquelle j'ai pu suivre l'évolution de Giromoine tout au long de sa convalescence. Diapo. Et donc, sa prise en charge, elle a constitué exclusivement en des allogreffes. C'est-à-dire qu'il n'était pas question déjà sur des lésions multiligamentaires de prélever, que ce soit un KJ, un ischio, un fascia lata. Les lésions étaient tellement graves qu'il fallait ne pas rajouter de l'agression à l'agression extrêmement grave du traumatisme, donc une reconstruction exclusivement par allogreffe. Et ce patient, donc 1 an et demi après, a réintégré l'équipe de France et est retourné en Coupe du Monde. C'est là où on peut lancer la vidéo de ski où en janvier 2027, donc, il réalise cette performance d'être 27e avec donc ces appuis et ces vitesses qu'on va voir s'afficher puisqu'ils sont à 125-130 km/h. Et donc ça crédibilise pour moi une technique. Alors il est certain que ce n'est pas un cas isolé qui doit faire la généralité, mais voir un retour pareil à un tel niveau avec une telle prise de risque, ça a été pour moi, dans mon historique et dans mon histoire, l'élément déclencheur. Diapositive. Alors, c'est une technique que l'on connaissait. Les allogreffes, ce n'est pas nouveau, c'est assez ancien. Ça a été beaucoup utilisé aux USA. Et en fait, c'est ça qui avait créé un frein, car le résultat était inférieur aux autogreffes, quelles qu'elles soient. Mais ces allogreffes aux États-Unis étaient systématiquement irradiés pour des raisons de sécurité. Et c'est ce qui était extrêmement péjoratif sur la biologie future de cette allogreffe. En France, c'est plus récent, mais malgré tout, ça date maintenant d'il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais les banques étaient mal organisées pour les tissus, comme les tendons, alors qu'elles le sont beaucoup plus pour l'os et de beaucoup plus longtemps. Donc, c'était assez confidentiel. Mais par contre, on a toujours eu en France la culture d'allogreffe cryoconservée, on va y revenir. Et surtout, le développement d'un centre référent. Diapositive. Mon histoire à moi sur les reprises de ligamentoplastie, puisque c'est le sujet, allogreffe essentiellement dans les chirurgies de reprise. J'avais commencé par des KJ Lemaire dans la chirurgie de reprise, reprenant essentiellement des DIDT. Des DIDT ensuite avec un prélèvement contralatéral, puisque moi, en première intention, je ne fais que des plasties aux ischio-jambiers, sauf cas particulier. Et donc, j'avais voulu en fait reproduire ce dont j'étais satisfait par un prélèvement des ischios contralatéral et refaire finalement une chirurgie comme de première intention, avec un ligament antérolatéral associé, donc avec un prélèvement contralatéral pour ne pas pénaliser le même genou, comme l'a dit Yoann. Et puis, mon évolution récente, donc, s'est fait vers l'association d'une allogreffe, ce qui me dispense de tout prélèvement, que ce soit homo-latéral pour un deuxième prélèvement ou contralatéral, et l'association d'un Lemaire qui reste, dans le cas d'une chirurgie de reprise, certes un petit peu plus agressif, mais très sécuritaire sur la stabilité rotatoire.
Moi, je travaille sur le membre inférieur depuis presque 15 ans. Ça fait 15 ans que je travaille exclusivement sur les genoux, un petit peu les hanches, un petit peu les chevilles. Donc, c'est vraiment une articulation qui me porte à cœur. J'ai invité Florent Buscaïret ce soir pour parler de l'allograisse parce que c'est un sujet qui conserve beaucoup de points un peu mystiques pour les kinés. C'est récent. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de démystifier cette technique d'allogreffe. Et donc, qui mieux qu'un chirurgien qui emploie déjà la technique pour vous parler de tout ça. Donc, ce soir, je suis invité Florent Buscaïret pour qu'il puisse nous éclairer sur ces sujets et je vous présenterai comment je travaille avec les patients qui ont pu bénéficier de cette technique-là. Et je voulais vous présenter quelles étaient les prises en charge actuelles sur les ruptures itératives de LCA. Donc aujourd'hui, quand des patients se présentent avec une rupture itérative de LCA, les possibilités qui s'offrent à nous historiquement, eh bien, c'était des plasties extra-articulaires. Les chirurgiens ne savaient pas encore à l'époque faire des plasties intra-articulaires et ils ont longtemps usé des plasties extra-articulaires, dont la plastie de Lemaire que vous connaissez certainement. Ensuite, la technique a progressé et puis les techniques intra-articulaires sont apparues. Dans un premier temps, il y a eu la mode du synthétique qui a été un échec total puisque beaucoup des plasties synthétiques ont été rompues dans le temps. Et ensuite se disputent la première place le Kenneth Jones et le DIDT. DIDT et Kenneth Jones, ce sont les deux techniques qui sont les plus employées en France. Aujourd'hui, à peu près 50-50. Donc, s'il y avait une technique qui était plus bénéfique que l'autre pour les patients, eh bien, elle aurait effacé la deuxième. Donc, c'est vraiment deux techniques qui sont équivalentes. Ça dépend vraiment de la formation des chirurgiens. De manière plus marginale, il existe d'autres techniques, comme la technique du Macintosh Fasciolata, et d'autres techniques encore, comme celle du podocipital. Donc, en traitement pour les ruptures de LCA itératives, eh bien, les chirurgiens disposent au final des techniques intra-articulaires pour pouvoir réparer une seconde fois ce ligament croisé antérieur. Ces ligaments croisés antérieurs qui se rompent de nouveau, eh bien, c'est quand même 2 à 10% des ruptures du LCA, ce qui représente environ 5% de reconstitution itérative à 5 ans. Ce n'est pas des chiffres à négliger. Donc, il y a une part importante des patients que l'on suit en rééducation qui sont amenés à rompre leur plastie une seconde fois. Et on va être confronté à quelques difficultés en rééducation. Les traitements qui sont proposés en fonction de l'âge du patient, de l'utilisation que le patient fait de son genou, c'est-à-dire à quelle exposition il va soumettre cette articulation, eh bien, vont conduire à choisir soit comme traitement la rééducation seulement, soit de refaire de nouveau une ligamentoplastie. Et à ce moment-là, le chirurgien disposera des techniques que j'ai citées tout à l'heure, DIDT et DT4 quand il y a un TAGI ou bien un Macintosh qui a été réalisé en première intention, un DIDT ou un TAGI quand c'est un DIDT ou un DT4 qui a été réalisé en première intention, et de manière bien plus marginale, eh bien, on trouve désormais certains patients qui bénéficient des techniques d'allogreffe. Les avantages de la reprise avec un DIDT DT4, avec un faisceau, deux faisceaux, avec en nourrice la membrane du ligament croisé antérieur, eh bien, c'est que ce sont des techniques qui sont arthroscopiques, donc mini-invasives, il y a des petites cicatrices. L'inconvénient, c'est que ça porte atteinte au système fléchisseur du genou, et donc, du coup, on va venir porter une seconde fois atteinte à l'intégrité fonctionnelle de ce genou. Il y a une perte de force sur les disques jambiers qui est évaluée entre 5 et 10% en fonction des études que l'on lit en ce moment sur la littérature scientifique. Et les principaux écueils auxquels on est confronté, nous, en rééducation, c'est l'hématome post-opératoire qui se situe face postérieure de la cuisse et la difficulté de tendre la jambe au début du cycle de rééducation. Les patients, quand ils achèvent leur rééducation, sont parfois un peu gênés, ont un petit peu peur de la reprise du sport sur le sprint, mais globalement, avec une bonne préparation physique, ils s'en sortent très bien. Les avantages du Kenneth Jones, c'est que c'est une technique sur laquelle on a beaucoup de recul. Et la cicatrisation, comme vous le savez, se déroule par une cicatrisation os-os, donc c'est une cicatrisation qui biologiquement est intéressante. L'inconvénient majeur de cette technique, c'est que ça porte atteinte au système extenseur du genou, qui est un système majeur dans la stabilité du genou. La flexion est rendue difficile sur le début de la rééducation, donc ce qui va nous porter peine au début de notre prise en charge.
La cicatrice va être importante et va être située face antérieure du genou, donc 8 à 10 cm, et va provoquer des douleurs face antérieure du genou qui vont de la pointe de la rotule jusqu'à la PPA et vont rendre la flexion du genou difficile ainsi que l'agenouillement. Donc, certains métiers, certains sports où on a besoin de se mettre à genoux vont être rendus un petit peu compliqués. Autre technique plus marginale, c'est le Macintosh fascial lata. L'avantage, c'est que c'est un prélèvement qui ne porte atteinte à aucun des deux principaux groupes musculaires du genou. La récupération en théorie est plus courte, mais les délais de cicatrisation ligamentaire sont les mêmes. La ligamentisation du prélèvement va prendre le même temps. Donc, même s'il est vrai qu'on n'a pas porté atteinte aux groupes musculaires principaux du genou, la récupération, elle sera presque aussi longue que sur les autres prélèvements. L'inconvénient, c'est surtout la large cicatrice que ça va faire face latérale de la cuisse, l'hématome et l'œdème important qu'il va y avoir au départ en post-opératoire. Comment ça se déroule en rééducation? Donc, premièrement, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça doit être une rééducation qui doit être prudente. Prudence, c'est vraiment le maître mot qui doit guider dans la prise en charge qu'on va mettre en œuvre parce que eh bien, le patient s'est déjà rompu une fois les croisés et il faut faire attention, c'est un prélèvement qui est précieux. On va venir mettre un intérêt particulier sur l'éducation thérapeutique. Il faut que cette éducation soit le plus fonctionnelle possible et dans la mesure du possible, le patient doit venir en pré-op pour s'entraîner sur les exercices, se familiariser avec les process de la rééducation. Et ensuite, cette rééducation est prudente parce que les délais de reprise vont être allongés. La reprise du sport va être un petit peu plus tardive. On verra ensuite les délais avec le docteur Buscaïret. Sur les objectifs, eh bien, c'est les mêmes objectifs que sur une prise en charge initiale, primaire, on dirait. Eh bien, c'est d'abord lutter contre les phénomènes inflammatoires et douloureux. Ensuite, c'est mécaniser le cycle de prélèvement, lever l'accélération des différents groupes musculaires qui ont été prélevés. C'est l'urgence pour retrouver une fonction normale sur le genou. Ensuite, quand le genou va mieux au niveau inflammatoire, eh bien, il va falloir renforcer au niveau musculaire chacun des groupes musculaires qui commandent le genou de façon isométrique, excentrique et concentrique. L'important est de retrouver une stabilité. Les patients sont opérés pour un problème d'instabilité, il faut corriger cette instabilité et retrouver une stabilité. Donc, le renforcement musculaire et les aspects proprioceptifs. Les techniques et les exercices qu'on va employer vont aller des exercices les plus simples, la marche, vélo, jusqu'au saut et sprint de changement de direction quand les délais le permettront. La collaboration avec les activités physiques adaptées est très intéressante aujourd'hui. Ils ont une richesse d'exercices à proposer à nos patients qui est vraiment très intéressante. La préparation physique concerne, elle, des patients plutôt jeunes et plutôt sportifs. Donc, c'est vraiment des choses qu'on voit très rarement dans le cabinet et pour ne pas dire presque jamais, parce que ça concerne vraiment les sportifs professionnels qui ont déjà des préparateurs physiques dans leur staff médical. Donc, les différentes étapes de lutte contre les inflammations et les douleurs, on va utiliser comme moyen la contention, on va donner des conseils d'élévation, employer le drainage lymphatique et surtout manager la charge de contraintes mécaniques qui s'appliquent sur le genou. L'intérêt de l'éducation thérapeutique est très élevé. On peut utiliser les mobilisations spécifiques avec les différents glissements, rotations, bâillements, la mobilité fine de la patella. Donc, ça reste des moyens intéressants pour lutter contre les aspects inflammatoires et passer cet orage inflammatoire post-chirurgical. Ensuite, la mécanisation du cycle de prélèvement est une étape importante de la rééducation. Les sollicitations douces des ischio-jambiers avec un travail excentrique et des étirements vont permettre de lever toutes ces contractures qu'on retrouve sur le plan postérieur dans le cadre des chirurgies qui ont employé les muscles fléchisseurs du genou. L'utilisation de la marche et du vélo, même si ce sont des exercices très très simples, ça permet vraiment de manager la charge de contrainte sur le genou. Et ça permet vraiment d'être graduel et d'expliquer aux patients que c'est très important d'y aller progressivement. La proprioception fonctionnelle, elle doit être réalisée en charge pour justement rentrer dans la fonction d'utilisation du genou. Et enfin, le renforcement musculaire, il doit être isométrique, excentrique et concentrique. Il ne faut oublier aucun des moments de la contraction musculaire. Chercher un travail le plus fonctionnel possible sur les quadriceps, donc employer la chaîne cinétique fermée de manière quasi exclusive. On peut employer, dans certains cas, la chaîne cinétique ouverte, mais seulement pour retrouver, par exemple, la phase aérienne du pas, qui est une chaîne cinétique ouverte sans résistance. Il faut travailler sur les triceps, il faut travailler sur les ischio-jambiers plutôt en chaîne cinétique ouverte.
Et enfin, on peut travailler en chaîne cinétique ouverte ou fermée sur les stabilisateurs de hanches et de cheville qui vont participer à la stabilité globale du membre inférieur. Les sauts, les sprints et les changements de direction vont être employés en fin de rééducation pour parfaire ces process et ces patterns moteurs au niveau du membre inférieur. Reconstruction itérative, c'est donc souvent 2 prélèvements. Donc, c'est prélèvement ischio-jambier ou bien au niveau KJ. C'est des cinétiques de fonctionnement du genou qui sont perturbées. L'alternative au Macintosh fasciolata, aux plasties extra-articulaires, au prélèvement contralatéral comme il a été pratiqué pendant un temps, sont des bonnes alternatives, mais qui génèrent une cinétique de fonctionnement du genou qui va être très perturbé. On peut se poser la question de savoir si ça affaiblit ou pas le fonctionnement du genou et le devenir de ce genou, le devenir du disque, le devenir du cartilage. Et donc, l'intérêt de l'allogreffe apparaît comme une évidence une fois qu'on s'est posé toutes ces questions sur le double prélèvement du genou. Alors, on va partir sur un second bouclap. On vient de voir d'avoir un aperçu des spécificités de la technique d'allogreffe et qui est une pratique qui est encore peu répandue en France. Du coup, on peut s'interroger, selon vous, les différences et les similitudes entre la technique d'allogreffe et une ligamentoplastie classique. Pour animer les débats, Florent, combien d'allogreffes tu réalises par an à peu près? Là, je pense que je suis environ à une cinquantaine à peu près. D'accord. Entre 40 et 50, puisque en fait, je fais quasiment une chirurgie de reprise par semaine et qu'actuellement, elle est systématiquement faite avec cette technique, c'est-à-dire allogreffe plus le MER. Donc, Et on pourrait... la période dans laquelle les patients rompent leur plastie primaire, ils la Ouais, rompent rapidement ou à distance? Bah, en fait, il y a deux, je pense qu'il y a deux cas de figure assez différents. Il y a le cas de figure d'une plastie qui, entre guillemets, ne s'est jamais réellement intégrée, n'a jamais été vraiment solide ou s'est distendue d'emblée. Et donc là, c'est à la reprise, c'est-à-dire que les 2 premiers mois de reprise, l'accident survient. Et là, c'est souvent une plastie qui n'était pas opérationnelle. Et après, tu as le cas de la rupture de la plastie à distance, où là, on peut considérer que la chirurgie était fonctionnelle, qu'elle avait permis au patient de retourner au sport pivot. Et là, le patient qui se rompt sur un nouvel accident sportif, comme il se serait rompu le LCA initial ou le LCA contralatéral. Donc, on a ces deux cas de figure. Le premier étant probablement plutôt un échec de la plastie, et le deuxième étant presque, je dirais, une réussite qui a permis au patient de se réexposer malheureusement au risque d'une nouvelle entorse. D'accord. On attend encore quelques réponses pour pouvoir passer à la partie suivante que tu présenteras, Florent. Donc là, on nous donne quelques réponses sur les similitudes et les différences de ligamentoplastie allogreffe Effectivement, versus on va y revenir, mais effectivement, les similitudes, il est clair que quasiment, hein, on retrouve une chirurgie standard, c'est-à-dire au lieu de prendre un IDT, on va le voir, on sort l'allogreffe de sa cryoconservation et on se retrouve avec une greffe qu'on va utiliser strictement comme une autogreffe, donc avec effectivement les mêmes process techniques et la même fixation, comme je vois que c'est écrit. Du coup, je te laisse poursuivre, Florent. Oui, allons-y. Donc effectivement, hein, Johan l'a bien dit, le double prélèvement sur un même genou, car avant de faire des KJ-Lemaire, en fait, donc j'ai inversé, c'est-à-dire que quand les patients avaient été opérés d'un KJ-Lemaire, je faisais un DIDT avec un deuxième prélèvement, et quand ils avaient été prélevés d'un DIDT, je faisais un KJ-Lemaire. Donc ce double prélèvement était quand même assez affaiblissant pour le patient, surtout quand on s'adresse à des patients qui se font réopérer avec toujours un désir sportif. Donc ça, je pense que c'est un peu rédhibitoire. Le prélèvement contralatéral, je pense que ça reste une excellente technique, hein, c'est-à-dire que c'est vers celle-là que j'ai évolué ensuite, c'est-à-dire que, étant très satisfait des plastiques aux ischio-jambiers avec une association systématique de reconstruction du ligament antérolatéral, c'était une bonne technique. Et ça reste une bonne technique et une technique de référence. Ça a des inconvénients, c'est-à-dire qu'il fallait, d'un point de vue chirurgical, faire un champage stérile de l'autre jambe, prélever les tendons, les ménager, refaire un champage stérile à nouveau de la jambe opérée. Donc tout ça introduisait quand même des manipulations qui pouvaient être source de contamination, de gag, de chute de transplant ou de risque septique. Même si, au final, on n'a pas eu ce type de complications, mais c'était un petit peu compliqué dans la mise en œuvre.
Et puis malgré tout, ça nous paraissait toujours un peu discutable de prélever les ischios sur un autre genou, sachant que les chiffres aujourd'hui sont que l'on a 10% de rupture contralatérale du LCA. Donc on va prélever de l'autre côté, mais on a l'impression qu'on fait que retarder le problème en prélevant au niveau contralatéral, car ils ont 10% de risque de se casser le croisé de l'autre côté. Et donc finalement, l'allogreffe s'est présenté comme une évidence avec, comme je vous l'ai dit, cette crédibilisation par ce skieur de très haut niveau qui est revenu après ce type de technique. Donc les hésitations se sont gommées. Et je me suis rapproché de cette équipe lyonnaise que je connaissais déjà pour voir comment ils avaient procédé. Et puis ce mythe finalement de l'allogreffe peu accessible est tombé. Diapositive. Pourquoi c'est idéal? Parce qu'on n'a pas de prélèvement et l'association avec le Lemaire, ça aussi, ça a été une évolution. Au début, je faisais une allogreffe de la plastie intra-articulaire, puis je faisais également mon ligament antérolatéral avec un bout d'allogreffe. C'était moins satisfaisant et donc j'ai évolué vers le Lemaire. Vous voyez, finalement, on mélange quelque chose de très récent, l'allogreffe, avec quelque chose qui est relativement ancien, le Lemaire, mais qui passait sous le ligament latéral externe et bien fixé dans le fémur est extrêmement intéressant. Donc, quelque chose qui va être accessible, qualitatif, technique hyper reproductible. La sécurité, on va y revenir sur l'allogreffe, est irréprochable et donc on est moins invasif puisqu'il n'y a pas de prélèvement, même s'il y a le Lemaire, mais finalement qui est très bien toléré. Diapositive. Alors, c'est quoi le process de l'allogreffe? Parce qu'effectivement, ça mérite d'être expliqué. Il y a en France un centre référent, qui est le centre de Clermont-Ferrand. C'est celui qui avait été sollicité pour le skieur dont je vous ai parlé, avec un chirurgien orthopédiste, qui est le professeur Boigard, et une biologiste, qui est Madame Limoujou. Et ce sont eux qui gèrent ce centre, qui est référent en France. Alors, comment sont-ils organisés? Eh bien, dès qu'il y a quelqu'un qui décède, qui est en état de mort cérébrale, eh bien, on se retrouve comme dans le cadre des PMO, c'est-à-dire les prélèvements multi-organes. De la même façon qu'on va prendre un rein, un foie, un cœur, un poumon, eh bien, on va prélever des tendons. Donc, c'est sur un patient qui est en état de mort encéphalique, mais qui a toujours son système circulatoire qui fonctionne comme pour récupérer tous ces autres tissus nobles vivants. Donc, on est au bloc opératoire, évidemment, dans des conditions d'asepsie strictes, avec cette équipe d'orthopédie mobile qui est particulièrement disponible à Clermont et qui arrive à générer un volume de prélèvement de greffe important. Alors, il faut sécuriser cette allogreffe. Encore une fois, les conditions déjà de prélèvement sont optimales. Et ensuite, eh bien, il y a un questionnaire auprès de la famille du patient décédé pour voir s'il n'y avait pas de pathologie qui excluait de retenir cette allogreffe. Il y a des prélèvements sanguins et sérologiques qui sont faits. Et puis, il y a les prélèvements bactériologiques sur l'allogreffe elle-même. Et une fois que tout cela a été validé, l'allogreffe est conservée. Elle est conservée initialement dans un cryokit entre le bloc opératoire et la banque de tissus. Et une fois que tout a été validé, elle est stockée en carboglace à moins 80 degrés, ce qui n'introduit aucune limitation de temps pour la conservation de l'allogreffe. Donc voilà comment est prélevé et comment est sécurisé et conservé l'allogreffe, et donc avec cette importance de la cryoconservation et non pas de l'irradiation, qui est le choix américain, probablement par excès de prudence, mais qui détruisait la biologie de cette allogreffe. La diapo. Il faut le présenter aux patients, effectivement, c'est quand même assez particulier. Donc, moi-même, j'ai tâtonné, c'est-à-dire, au début, je disais, ça vient d'une banque de tissus. Alors, c'était assez vague. Certains patients se contentaient de ce genre d'explication. Et puis, pour d'autres, banque de tissus, qu'est-ce que ça veut dire exactement, etc. Donc, on est allé plus loin dans les détails de l'explication au fur et à mesure. Donc, effectivement, il faut expliquer au patient que c'est sur un patient qui est décédé. Alors, effectivement, il y a des mots à éviter. Ce n'est pas un cadavre, parce qu'on a l'impression... Donc, je disais que la présentation du prélèvement devait être comparée à un prélèvement de foie, de rein ou de cœur. Donc, c'est un prélèvement noble dans d'excellentes conditions de sécurité et qu'on peut considérer comme un tissu vivant. Les autorisations de ces bacs de tissus sont extrêmement strictes. C'est sur ça aussi qu'on insiste auprès des patients pour leur montrer que la sécurité est totale. On répond bien sûr à la question de savoir s'il ne peut pas y avoir un rejet de l'allogreffe. Non, il n'y a pas de rejet de l'allogreffe. Il n'y a pas de traitement immunosuppresseur à prendre. C'est comme une autogreffe. Et moi, je le leur présente comme cela, c'est-à-dire la greffe, c'est comme si je vous l'avais prélevé et on peut espérer une qualité identique à un prélèvement
que l'on ferait chez le patient lui-même, avec une qualité tissulaire conservée. Alors bien sûr, cela a un coût, et il faut savoir le dire aux patients pour qu'ils comprennent que c'est un choix qui doit être mesuré. Le coût, il est de 1 400 €, et ce coût, il est absorbé par la sécurité sociale qui considère cet allogreffe quand c'est argumenté au niveau de l'indication par un chirurgien spécialiste et dans une situation particulière, qui peut être celle d'une reprise ou celle d'une situation multiligamentaire, elle est prise en charge au même titre que la prothèse de genou, par exemple. Donc, la qualité, de la sécurité, un coût qu'il faut dire au patient, même s'il est pris en charge. Diapositive. En pratique, comment cela se passe? Je vois le patient en consultation pour une rupture itérative de plastie de LCA qui nécessite une reprise. Par rapport à sa morphologie, j'évalue, c'est assez simple, le diamètre et la longueur. Globalement, on est entre 8 et 11 mm de diamètre et entre 10 et 13 cm de longueur. Je fais ma demande à la banque de tissu qui est extrêmement réactive et qui me propose des tendons d'allogreffe. Je valide la proposition qu'ils me font. Je leur donne la date opératoire et quelques jours avant l'opération, ils envoient donc par carboglace à moins 80 degrés à la clinique le prélèvement d'allogreffe. C'est conservé au bloc opératoire de la clinique à moins 20 degrés et la veille de l'intervention, c'est mis dans un simple réfrigérateur entre 2 et 8 degrés. Tout ça sous un double conditionnement stérile, sous triple emballage. Le jour de l'opération, eh bien, on sort du frigo, entre guillemets, mais c'est la réalité de cette pratique, on sort du frigo l'allogreffe, on fait le déballage stérile comme on le fait encore une fois pour une prothèse et on se retrouve avec ce tendon sur la table comme si on l'avait prélevé chez le patient lui-même. On vérifie qu'il répond aux critères que l'on avait demandé, mais on n'a jamais de surprise, c'est extrêmement sérieux. Et comme je le fais pour une greffe habituelle, je fais imbiber l'allogreffe dans une compresse imbibée d'antibiotiques, à savoir la vancomycine, puisqu'il est démontré que cela diminue le risque infectieux, voire l'annihile complètement. Diapositive. Comme je l'ai dit et comme ça a été remarqué dans le WooClap, effectivement, la technique ensuite est tout à fait identique à une plastie de première intention. On refait les tunnels comme pour une plastie de première intention, alors soit en reprenant les anciens tunnels s'ils sont correctement positionnés, soit en réalisant des nouveaux. Moi, j'utilise spécifiquement, maintenant que ma technique est bien codifiée, une allogreffe de jambier antérieur que je replie en deux et j'obtiens ce que je vous disais tout à l'heure, en moyenne, une allogreffe qui fait entre 9 et 10 mm de diamètre et une longueur aux alentours de 11 cm. La petite différence par rapport aux ischio-jambiers quand je le réalise en première intention, c'est que moi, habituellement, je laisse insérer le DI et le DT sur le tibia pour assurer une première fixation au niveau du tibia, la deuxième étant assurée par la vis. Là, évidemment, ce tendon n'est pas attaché au malade, il sort du plastique, donc je réalise une double fixation par vis dans le tunnel et par une seconde vis qui vient bloquer mes fils de traction. Je ne mets pas d'agrafe car cela est assez gênant parfois pour certains patients. Donc, double fixation tibiale, c'est la particularité d'avoir une greffe détachée. Et au niveau fémoral également, j'utilise une double fixation, ce qui est un petit peu peut-être excessif, mais la technique le permet. Une fixation par vis, et puis ensuite les fils de traction sont refixés dans le tunnel que je vais réaliser pour fixer mon Lemaire. Donc là, c'est un vrai Lemaire, c'est-à-dire on prélève une bandelette de facial attaque qui fait 9 mm de large. Le caractère plat est assez intéressant parce qu'il n'est pas très gênant. On le glisse sous le LLE parce que ça permet de créer finalement une isométrie automatique, ça a été bien montré, et on va le fixer dans un tunnel fémoral avec une rotation neutre, pas d'hyper-rotation pour ne pas hyper-contraindre le compartiment externe. Et cette association du Lemaire passé sous le LLE est extrêmement efficace en combinaison de l'allogreffe. Diapositive. Pour le post-opératoire, il n'y a pas de véritable particularité. La seule chose, c'est que si c'est une allogreffe pure, il n'y a pas à gérer un site de prélèvement. Effectivement, quand on a un ischio qui est prélevé, il faut gérer le prélèvement sur la loge ischio. Quand il y a un KJ, il faut gérer ce site de prélèvement. Donc, évidemment, là, pas de prélèvement, pas de gestion du site de prélèvement en rééducation. Si par contre, ça a été une greffe mixte, c'est-à-dire notamment dans le cadre multiligamentaire, qu'on a eu recours à une allogreffe pour un ligament et à une autogreffe pour l'autre, eh bien, on gère le site de prélèvement. Les délais, c'est une question effectivement qui peut être importante. Et là, il faut être nuancé. L'allogreffe, encore une fois, pour moi,
c'est comme une autogreffe. Je ne pense pas que la recolonisation vasculaire, la ligamentisation soient différentes, mais on n'a pas de véritable étude ou preuve sur cela. Mais par contre, ce qui est extrêmement différent, c'est le contexte. C'est-à-dire que si effectivement on est dans un contexte de reprise, eh bien, on n'a plus les éléments biologiques qu'on a pu préserver sur une première ligamentoplastie. Je m'explique. Quand on fait une première ligamentoplastie, en tout cas moi, je suis très attaché à la biologie, c'est-à-dire que j'essaie de conserver au maximum le ligament qui s'est cassé, non plus pour ses valeurs mécaniques, puisque si on opère le patient, c'est qu'il n'a plus de stabilité mécanique, mais parfois on a des vrais, ce qu'on appelle chaussettes, vides au niveau mécanique, inefficaces au niveau mécanique, mais en y glissant la greffe à l'intérieur, on va permettre cette ligamentisation et l'intégration de la greffe dans de meilleures conditions. Et ça, on ne l'a plus pour une reprise, puisque là, il n'y a plus le premier ligament, et donc on ne peut pas utiliser de chaussettes biologiques pour mettre notre greffe. Donc je dirais que les délais vont être influencés plus par cette situation biologique défavorable que par le fait de l'allogreffe. Et donc, pour moi, je décale mes délais d'un mois. Au lieu de faire toujours évidemment avec plein d'autres paramètres, mais les critères arbitraires de délai habituel qui pour moi sont de 3 mois pour le vélo par exemple et de 4 mois pour la course à pied, seront de 4 mois pour le vélo et de 5 mois pour la course à pied, même s'il y a bon nombre de critères qu'on peut étudier à ce moment-là, qu'ils soient isocinétiques, cliniques, des véritables tests comme le cas START, mais voilà la nuance que l'on peut donner sur le délai. Diapositive. Donc, effectivement, le principal élément, le principal sujet était la reprise des ruptures itératives de plastie du LCA. Mais les autres situations où on peut être amené à utiliser les allogreffes sont le genou multiligamentaire. C'était le cas par lequel j'ai commencé de ce skieur. Il peut y en avoir plein d'autres, et ne serait-ce qu'une association LCA-LLI, où on peut faire par exemple le LCA avec l'allogreffe et le LLI avec un ischio, LCA-LCP, où on peut choisir de faire le LCP avec l'allogreffe et le LCA selon une technique classique d'autogreffe, etc. On peut combiner les techniques en ayant comme règle un seul prélèvement et se compléter le reste avec une allogreffe. Le cas très particulier du pro, mais qui finalement est important parce qu'il nous montre que c'est une technique qui est valide, c'est beaucoup plus discutable, mais effectivement, en fonction du type de sport, du niveau sportif, eh bien, le fait d'éviter le prélèvement eh bien, peut être quelque chose de très important pour un sportif professionnel. Surtout, prélever un ischio, c'est quelqu'un qui a vraiment des grosses qualités de sprint, ça peut poser un problème, de la même façon qu'un KJ peut ne pas être adapté également. Donc là, c'est un cas particulier, et je finirai sur ça, sur la diapositive suivante, qui est pour valider les choix que nous, on a fait. Alors, à titre personnel, j'ai la chance et la confiance d'un club de rugby professionnel qui est celui du Montpellier Hérault Rugby, donc avec 2 joueurs pros opérés avec cette technique. Le premier, c'est Benoît Payoc, qui a eu, donc lui, l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire un LCA et un LCP, une lésion bicroisée, donc, sur lequel j'ai réalisé une allogreffe sur le LCP et une autogreffe classique sur le LCA avec un LAL. Et puis Arthur Vincent, donc lui, qui a eu une technique mixte où j'ai combiné une autogreffe et une allogreffe pour une plastie LCA-LAL. Ces 2 joueurs, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait en termes de délai, eh bien, comme on était sur des primo-intentions, on n'était pas dans une chirurgie de reprise, on était dans une chirurgie multiligamentaire, eh bien, ils ont repris à des délais relativement courts, qui sont de 7 mois et demi, ce qui est quand même très court pour ce type de sport. Alors, on peut enclencher les différentes vidéos successivement. Donc, ça, c'est la finale top 14 où Arthur Vincent marque en finale au bout de 6 minutes. On peut imaginer que son genou a bien tenu et ça valide pour moi la forme de technique. Là, c'est Benoît Payoc qui va s'illustrer ici au milieu des gros, tout petit qu'il est. Il va permettre également d'assurer le 2e essai lors de cette finale avec un genou qui tient parfaitement bien. Il a re-signé à 34 ans pour 2 ans à Toulouse. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez satisfaisant de pouvoir revoir ce type de sportif guéri par cette chirurgie. Et enfin, le dernier essai qui était magique, dont on ne se lasse pas de regarder, avec là aussi une course d'Arthur Vincent en avant-dernière position qui fait un crochet incroyable et qui arrive à passer pour le dernier essai de Montpellier. Donc, c'est effectivement toujours beaucoup d'émotions pour nous, mais c'est pour valider cette technique qui, pour moi, est une technique de référence au jour d'aujourd'hui dans les reprises et dans les pathologies multiligamentaires. Et cette photo, elle est drôle. Elle me remplit de joie, évidemment, mais parce que je suis avec Benoît, le plus petit, je suis avec Arthur Vincent, donc les 2 joueurs dont je viens de parler, et puis
le grand black, c'est Yacouba Camara. Et lui, c'est assez drôle l'histoire, c'est que je l'avais opéré après qu'il soit allé à Toulouse. À Toulouse, il avait eu une rupture du croisant antérieur. Il est arrivé à Montpellier, il a recassé au bout de 2 ans, donc probablement une plastique qui fonctionnait bien, mais un gros accident. Et je l'avais repris, lui, par contre, à l'époque, je ne faisais pas d'allogreffe, avec donc un prélèvement controlatéral, disque-jambier. Et on sait la carrière qu'il fait. Donc voilà, cette photo est assez amusante pour ça, à côté du bouclier de champion de cette année pour ces 3 joueurs et pour le club. Voilà, merci. Merci Florent. Eva, je te laisse reprendre la parole. Oui, merci Florent pour toutes ces indications. Donc, on a pu voir que l'allogreffe est recommandée dans différentes pathologies du genou. Et on peut se demander maintenant quel est le rôle du kiné dans cette prise en charge et est-ce que cette prise en charge est spécifique ou autre. Donc, du coup, Johan, pourrais-tu nous expliquer quel est le rôle du kiné dans le cadre d'une rupture, d'une reconstruction par allogreffe? Oui, alors donc du coup, la prise en charge, elle débute dès la prise en charge préopératoire. Les patients arrivent au cabinet comme dans le cadre d'une rupture initiale d'une croisée. Il faut les préparer à cette intervention et il va falloir qu'on adapte notre lexique, le langage pour employer avec les patients. Il y a bien sûr des mots à éviter. On va avoir beaucoup de questions sur l'allogreffe. Ça reste pour eux quelque chose de très mystérieux et c'est pourquoi j'ai voulu qu'on en parle ce soir, parce qu'il y a un côté mystique autour du prélèvement. Et donc, il y a des mots à éviter, comme nous l'a suggéré tout à l'heure le docteur Busquet. Le mot cadavre, mort, survélation, c'est vraiment des mots interdits. Il va falloir privilégier des mots bien plus policiers comme la banque de tissus, le don d'organes, le greffon provenant d'un honneur. Donc, il faut savoir répondre aux questions en détournant un petit peu ces aspects un petit peu morbides du prélèvement, tout en expliquant aux patients que c'est quelque chose d'ultra sécurisé et que la qualité des tissus employés est excellente et sera équivalente à un tissu qu'on aurait prélevé sur le patient lui-même. Donc, cette explication, elle rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui vise à démystifier et à rassurer le patient. Il y a donc un rôle très important du kinésithérapeute qui va travailler avec un véritable rôle psychologique autour du patient pour tenter de le rassurer, de l'informer sans l'inquiéter vis-à-vis de cette technique d'allogreffe. Les objectifs de prise en charge sont ensuite les mêmes que ceux qu'on rencontre sur une préparation de chirurgie de ligamentoplastie antérieure de genou. Il faut préparer le patient physiquement et psychologiquement à cette intervention. Il faut les familiariser avec l'équipe et les process de rééducation. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient intégrés à l'équipe, qu'ils connaissent les membres de l'équipe avec qui ils vont travailler en post-opératoire et que les process soient connus. C'est-à-dire que l'arrivée dans le cabinet, le passage sur une table de massage pour des mobilisations, l'apprentissage des différents exercices, le partage d'expérience avec les autres patients est hyper important. Ils sont amenés dans nos cabinets à croiser d'autres patients opérés de la même pathologie et parfois à croiser un autre patient opéré déjà par une allogreffe. Donc, ce qui est important, c'est de leur enseigner les mouvements de rééducation post-opératoire, leur montrer l'intérêt des mobilisations articulaires, leur apprendre le renforcement musculaire, que ce ne soit pas quelque chose qui soit à découvrir en post-opératoire. Et ensuite, on leur propose de débuter 3 à 6 semaines avant la date de la chirurgie. Souvent, ils viennent nous voir immédiatement après le second accident et on est obligé de temporiser un petit peu parce que ça ne sert à rien de prolonger cette phase pendant des mois et des mois si on projette de faire cette intervention un petit peu à distance de l'accident. Il vaut mieux que le patient arrive dans un état de fraîcheur mentale pour qu'il puisse s'investir à fond dans ce processus de rééducation en cas de rupture itérative. Ensuite, les prérequis pour aller vers la chirurgie, il faut que le patient ait un genou sec, il faut que son genou soit dépourvu d'épanchement articulaire, il faut qu'il ait une bonne mobilité et notamment une bonne extension active, un genou indolore et une récupération de la force musculaire qui soit optimale, parce qu'on sait très bien qu'en post-opératoire, à cause de l'immobilisation relative que va imposer l'état du genou en post-opératoire, il va y avoir une fonte musculaire importante. Donc, il est évident que si on a pu récupérer de la force sur les groupes musculaires qui commandent le genou, le jambier et quadriceps, et bien le patient s'en sortira beaucoup mieux en post-opératoire immédiat. La rééducation post-opératoire, aujourd'hui, elle fait suite à une chirurgie ambulatoire. Alors, plusieurs acronymes existent. Récupération rapide après chirurgie, réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est la même chose. Le patient entre en clinique le matin,
et sort la plupart du temps le soir s'il n'y a pas de complications. Et la rééducation débute quelques heures après la chirurgie. Elle débute avec le passage du kiné en chambre de réveil pour l'aider à marcher avec les cannes, reprendre avec lui les paramètres de la marche, monter et descendre les escaliers, de sorte à ce qu'il soit complètement autonome pour le retour à domicile. On révise lors de cette courte séance les exercices d'auto-rééducation et on reprend avec le patient les exercices d'automobilisation. Le patient a besoin de bouger son genou, alors dans des proportions raisonnables, mais le mouvement est probablement le meilleur médicament qu'il pourra prendre dans les premiers jours après la chirurgie. On lui donne tous les conseils pour lutter contre l'œdème, notamment les conseils de déclive. L'utilisation du froid compressif est un atout majeur parce qu'il évite de voir l'œdème se sédentariser sur le genou. Et ensuite, on rappelle les règles de management de la charge sur le genou. C'est-à-dire qu'on rappelle aux patients qu'il est important d'éviter de surcharger en contrainte mécanique cette articulation qui vient de subir une intervention importante. Les objectifs de la rééducation sont de lutter contre l'œdème, donc c'est vraiment le plus important au départ, c'est de réduire cet orage inflammatoire, de retrouver le plus vite possible une marche normale sans béquille, et ensuite de s'attacher à retrouver une stabilité articulaire. Il faut pour cela employer toute la mobilité de l'articulation et rechercher des amplitudes normales de flexion et d'extension. L'objectif numéro 1 reste la récupération de l'extension. La flexion finira par être retrouvée au long cours, mais on doit attacher notre attention au départ en rééducation à retrouver l'extension. C'est elle qui, quand elle manque, fait boiter le patient, c'est elle qui, quand elle manque, augmente les douleurs antérieures au niveau du genou. Donc, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de notre rééducation. Ensuite, retrouver une force musculaire satisfaisante, eh bien, ça passe par des exercices de renforcement musculaire qui vont être progressifs et on sera toujours entre deux feux, entre faire des exercices pour retrouver de la force musculaire et en faire trop et à ce moment-là basculer vers une inflammation, ou en faire mais pas assez et jamais récupérer suffisamment de force musculaire. Donc là, c'est un petit peu l'expérience de chacun qui permet de se retrouver. Et c'est en échangeant avec le patient sur ces temps précieux en début de rééducation où on va mobiliser l'articulation, on va pouvoir doser l'intensité de la séance. La marche normale, c'est vraiment un objectif important également parce que quand on marche normalement, ça veut dire qu'on a une quadriceps qui est OK, on a une bonne contraction quadricipitale, et ça veut dire qu'on a un bon schéma moteur. Donc, cet indicateur de la marche est vraiment un indicateur facile d'accès qui permet vraiment d'avancer sur les paramètres de rééducation. Rien faire, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que si on laisse le patient rien faire dans un canapé, on court tout droit à la catastrophe, mais trop faire, eh bien, c'est pire que catastrophique parce qu'on va entretenir un œdème, on va entretenir des douleurs et on va retarder les différentes étapes de la rééducation. Cette rééducation post-opératoire, elle doit permettre de retrouver une utilisation normale du genou, même en conditions difficiles. On a vu des images tout à l'heure de sportifs de haut niveau qui contraignaient de nouveau leur articulation face à des contraintes très importantes. La reprise des activités physiques et sportives, elle doit être prise progressivement, comme l'a indiqué tout à l'heure le docteur Buscaire, en les prolongeant volontiers d'un mois. C'est-à-dire que les courses en ligne, quand on les reprenait à 3-4 mois dans le cadre d'une prise en charge primaire, eh bien, on va les reprendre à 4-5 mois. Idem pour les sports de contact, on va les reprendre plus ou moins un mois plus tard que la norme en fonction de l'évolution, en fonction des tests musculaires isocinétiques et surtout en fonction des tests fonctionnels. Je pense notamment au CASTAR qui a montré une certaine validité scientifique et qui permet, avec des tests rudimentaires, un peu longs mais rudimentaires, d'avoir une idée assez précise de l'état fonctionnel du genou avant une reprise sportive. Pas besoin de disposer d'une salle de sport très, très développée. On peut, avec des simples exercices à poids de corps, renforcer les quadriceps tout en augmentant progressivement la charge. Il faut pour cela y aller très progressivement et apprendre aux patients des mouvements. Donc, on peut voir à l'image apparaître une vidéo. Les éducatifs peuvent être réalisés avec les patients pour apprendre des mouvements de squat quand ils ne les connaissent pas. Au départ, avec un simple balai et ensuite avec une barre de musculation qui n'est pas chargée. Et après, on va augmenter avec des amplitudes qui vont devenir de plus en plus grandes. Donc, vous voyez, toutes les possibilités sont possibles. On peut vraiment
user de toute l'imagination que vous trouvez pour pouvoir retrouver l'exercice progressivement difficile pour le patient. L'allogreffe est une technique possible en France depuis quelques années maintenant, et ça reste, je pense, une solution idéale pour la reprise ligamentaire parce qu'elle évite d'aller prélever d'autres groupes musculaires sur le genou, et donc elle évite d'hypothéquer le genou composé ou d'hypothéquer la force musculaire des autres groupes musculaires qui participent à la stabilité de l'articulation. En rééducation, il n'est pas question de mettre en place des séances de l'export. La planification et la quantification de la charge doivent être le centre de notre réflexion. On doit prévoir ce qui va se passer tout au long de la rééducation. Il n'est pas possible d'envisager de débuter à fond dès la première semaine, mais il faut garder une progressivité sur les exercices pour permettre aux patients d'accumuler de la force, d'accumuler de la proprioception et de retrouver une stabilité articulaire. Les objectifs doivent être simples, ils doivent être clairement énoncés. Les patients qui comprennent bien les consignes fonctionnent mieux et puis s'investissent davantage dans ce processus de rééducation. La prudence doit être centrale également. Il s'agit d'une récidive, il faut le rappeler. Le patient a déjà rompu une première fois ses ligaments croisés antérieurs. En dehors du prix, du coût que ça a, eh bien, l'intervention est une intervention difficile. Le patient prend des risques en faisant cette intervention malgré tout. Et donc, il s'agit de respecter tous ses choix et d'être prudent. Tout le monde peut réaliser cette rééducation. Je crois qu'elle n'est pas bien différente des rééducations des autres ligamentoplasties. L'importance des mobilisations articulaires manuelles en début de rééducation pour mesurer la mobilité du genou et puis pour prendre le temps de savoir comment va le patient, de savoir comment il supporter la charge d'entraînement, reste une étape importante de la rééducation. Deuxième étape importante, c'est cette éducation thérapeutique avec ce rôle au niveau psychologique que les kinésithérapeutes vont jouer avec les patients qui bénéficient d'une allogreffe, et puis le rôle peut-être sentinelle que les kinés vont jouer dans une équipe pluridisciplinaire avec les chirurgiens notamment, mais également les professeurs d'activité physique adaptée, par exemple. Donc voilà ce que je voulais vous présenter et j'espère avoir participé avec Florent Buscaire à la levée du mythe sur les allogreffes. Et maintenant, on se tourne vers vous, Florent et moi, pour les questions que vous pourriez avoir à nous poser sur ces quelques présentations. Merci beaucoup, Johan et Florent, pour cette superbe intervention. Et on a pu voir donc du coup les avantages de cette technique qui est encore méconnue en France et peu utilisée. Donc, on a eu pas mal de questions durant le webinaire. On va commencer par la première. Donc, un internaute nous a demandé si on peut proposer l'allogreffe en première intention pour un sportif professionnel. Alors ça, effectivement, c'est la bonne question, puisqu'on commence à y être confronté. Évidemment, c'est séduisant parce que c'est moins invasif. Ce n'est pas une indication classique. C'est-à-dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, pour les questions de disponibilité de greffe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si Clermont-Ferrand est une banque très dynamique, elle fait d'ailleurs parfois recours à la collaboration qu'elle a avec la Banque de tissus de Barcelone, qui opère selon les mêmes procédés de cryoconservation et de qualité. Donc, elle commence à être parfois en difficulté. Elle a des accords européens avec la Banque de tissus de Barcelone pour faire face à cela. Et parfois, je reçois des tissus de Barcelone alors que je les ai demandés à Clermont-Ferrand parce qu'ils gèrent ça de manière commune. Je crois qu'il faut essayer d'éviter ce dérapage, parce que c'est un petit dérapage. Mais il est certain que ça va devenir un problème parce qu'il va y avoir une vraie demande. Et il est certain que si demain Kylian Mbappé se casse un croisé antérieur, est-ce qu'il va être bien judicieux de lui prendre des ischios compte tenu de l'explosivité de ce joueur? Et est-ce qu'une allogreffe ne sera pas une tentation? Après, ça doit rester à la marge. Et pourquoi pas le facturer au joueur plutôt qu'à la sécurité sociale, puisque ce n'est pas une indication classique, c'est un desiderata personnel, certes justifié, mais ça reste un desiderata personnel. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a une autre question. C'est qu'en est-il des récidives suite à cette technique d'allogreffe? Quel est le taux de reblessure et quelle approche mettre en place pour éviter justement les blessures une fois le genou opéré? Alors moi, je vais répondre sur le taux. Après, peut-être Johan répondra sur la stratégie de rééducation pour éviter la récidive. Le taux, au jour d'aujourd'hui, on manque de séries
importante. C'est-à-dire que, encore une fois, elle s'est rediffusée en France, cette technique, depuis 2017-2018. À échéance de 3-4 ans, on n'a pas de mauvaise surprise. Donc, pour l'instant, on est dans les taux habituels de rupture de plastique qui sont, en fonction des séries, entre 3 et 10%. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de taux de rupture qui serait supérieur avec cette technique. Et c'est pour ça qu'on la continue. Mais il faudra continuer à être vigilant pour avoir des vrais résultats publiés à 5 ou 10 ans sur ces allogreffes, ce qui n'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui. Concernant la stratégie qu'il faut mettre en place de notre côté en rééducation pour éviter cette récidive, eh bien, c'est la même que pour éviter la récidive dans le cas d'une intervention primaire, c'est-à-dire augmenter la stabilité du mieux qu'on peut. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut augmenter la force musculaire des stabilisateurs de genoux, quadriceps principalement, mais les ischio-jambiers jouent un rôle important dans le maintien du tibia par rapport au fémur et en limitant le glissement antérieur du tibia par rapport au fémur. Donc, gagner en force sur ces différents groupes musculaires dans les différents modes de contraction de chacun des muscles est très important. Rechercher des exercices et des situations les plus fonctionnelles possibles est aussi un aspect important qu'on retrouve dans la littérature scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu éloigné du gold standard des résultats de l'isocinétisme pour la reprise d'activité physique, pour s'orienter peu à peu vers l'intégration de données qui proviennent de tests fonctionnels. Je pense au CASTART, par exemple. C'est bien parce que les aspects fonctionnels sont des aspects importants à intégrer dans notre rééducation pour que on puisse espérer protéger nos patients de ces récidives dans le cadre d'une reprise d'une chirurgie ou bien dans le cadre d'une chirurgie primaire. Merci beaucoup, Johan. Alors, on a une remarque qui dit qu'une nouvelle étude de Tim Hewitt est sortie et qui a montré que les patients qui récupèrent la force plus rapidement grâce à l'allogreffe représentent un risque plus élevé de reblessure. Je n'ai pas complètement compris la question. On a eu l'impression que plus ils récupéraient musculairement, plus ils étaient à risque. Je n'ai pas très bien compris la question. Moi, je pense qu'il y a la notion de délai. On ne doit pas raccourcir les délais. C'est peut-être ça qu'a voulu dire l'internaute. C'est-à-dire que comme on est moins pénalisé par le prélèvement, les patients vont dans leur évolution de kinésithérapie potentiellement aller plus vite parce qu'ils vont être moins gênés qu'un patient qui n'a pas eu de prélèvement. Et moi, j'ai ces patients d'ailleurs qui me font la remarque que je réopère. Donc, ils ont une première chirurgie de croisée antérieure. Et moi, je leur fais leur deuxième chirurgie avec une allogreffe. Ils me disent, je ne comprends pas bien, c'est plus simple que la première fois, parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté pénalisant du prélèvement. Et donc, il faut rester prudent. Ce n'est pas parce que le patient va bien, hein, c'est une chirurgie très particulière, le croisé antérieur, où le patient ne peut pas se fier à ses sensations. On est tenu un peu par des délais, par certains critères, qu'ils soient musculaires, articulaires, de tolérance de la charge, comme l'a dit Johan, et encore une fois, des tests fonctionnels. Et au jour d'aujourd'hui, seul le CASTART a montré sa capacité à pouvoir donner des feux verts pour le terrain, puis pour le pivot. Et donc, je crois qu'il faut rester sur ces tests fonctionnels. Alors, voilà, peut-être que c'est ça qu'a voulu dire l'internaute. C'est vrai que le risque, c'est je me sens bien, je vais plus vite, je reprends plus vite. Non, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Merci beaucoup, Florent. Alors, une dernière question concernant la rééducation de ce type de blessure. Utilisez-vous les clusters de tests communément utilisés maintenant en rééducation de ligamentoplastie par allogreffe? Quand réalisez-vous les tests isocinétiques Donc moi, on va peut-être dire chacun avec Johan son avis. Moi, pour les tests isocinétiques, il y a un petit peu deux stratégies possibles, soit 4, soit 6 mois. Alors, ça dépend aussi de l'appréhension que l'on a à faire travailler nos patients en chaîne cinétique ouverte à pleine puissance, puisque c'est ça qui est demandé sur un test isocinétique. Moi, pour l'instant, je suis sur une évaluation globale à 6 mois, avec des tests isocinétiques à 6 mois associés au test fonctionnel qui est le CASTART. On peut discuter de la problématique de la chaîne ouverte, c'est un grand débat, ce n'est pas celui de ce soir, où effectivement, régulièrement, cela est remis sur la table. Personnellement, j'ai été plutôt opposé à la réalisation de la chaîne ouverte avant 6 mois. J'ai un petit peu infléchi au cas par cas mon attitude par rapport à la chaîne ouverte, puisque je pense qu'effectivement, il y a eu des études récentes qui ont montré que cela n'était pas aussi nocif que ce qu'on a pu l'imaginer à un moment donné.
malgré tout, je crois qu'il faut rester prudent et ne l'utiliser finalement que chez les patients qui en ont besoin. Je pense que la chaîne ouverte interdite avant 6 mois, c'est aussi probablement stupide que la chaîne ouverte systématique à 3 mois. Je crois qu'il y a des patients qui récupéreront très bien en chaîne fermée, mais autant les laisser en chaîne fermée, ne pas leur faire prendre le risque de la chaîne ouverte, même si il est discuté. Et par contre, des patients qui vont ramer en chaîne fermée et chez qui il faudra savoir introduire la chaîne ouverte pour les faire avancer dans leur rééducation. Donc, j'ai un peu fait une digression par rapport au test isocinétique, mais comme il est fait en chaîne ouverte, on est obligé de parler de ces deux aspects. Alors, de mon côté, moi, je prêche également pour les aspects fonctionnels, et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le CASTART, comme toi, Florent. Je crois qu'il est vraiment important aujourd'hui d'aller chercher des aspects plutôt fonctionnels, même si on retrouve chez ces patients qui ont d'excellents scores sur le CASTART quelques différences et quelques ratios un peu élevés, de delta de ratio élevés sur les disques par rapport au quadriceps. Si au niveau fonctionnel ils s'en sortent, eh bien, j'ai l'impression que c'est peut-être plus intéressant comme information. En tout cas, c'est ce qu'on voit apparaître dans les littératures scientifiques aujourd'hui. Certaines équipes avaient pendant un temps appuyé leur avis sur des tests vidéo qui manquaient un petit peu de reproductibilité, mais qui avaient l'excellent ratio de mesurer quelque chose de fonctionnel. On demandait aux patients de réaliser un geste très commun dans les activités physiques et sportives et on mesurait un valgus dynamique. Après, on a discuté pendant longtemps de l'intérêt de cette mesure du valgus dynamique, mais au total, le cluster de tests que propose le CASTART est un bon outil, je crois, pour la reprise de l'activité physique. Merci beaucoup, Johan. Alors, pour conclure cette session de questions-réponses, une dernière question. Donc, pourquoi y a-t-il une appréhension de la part des chirurgiens et des kinés vis-à-vis de cette pratique, selon vous? Je crois que c'est un peu de la méconnaissance, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, hein, c'est une technique qui est assez ancienne et elle était pratiquée notamment à Versailles, puisqu'il y a une grande équipe de chirurgie orthopédique à Versailles aussi, parce qu'ils étaient confrontés, eux, à beaucoup de lésions multiligamentaires d'accidents à haute énergie sur le périph' parisien. Mais euh, il ne la diffusait pas. On avait l'impression que c'était une technique qui était compliquée d'accès, que ces allogreffes, on ne pouvait pas les avoir, que les commandes étaient compliquées. Donc, encore une fois, c'est pour ça que quand Johan me l'a proposé, je trouvais intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, il y a un côté un peu mystique autour de ça. Et donc, l'accident de ski, voilà, moi, ça a accroché mon attention. Dans les congrès, c'était relativement pas évoqué, l'allogreffe, et c'est pour ça que ça restait vraiment confidentiel. Ça l'a mis un peu en lumière. Ça a mis en lumière aussi cette banque de tissu qui est extrêmement dynamique, mais qui avait manifestement du mal à se faire connaître. Et le chirurgien lyonnais, qui est le docteur Sonnery Côté, a bien mis en avant la banque de tissu du professeur Boisgard. Et ça, c'était tout à son honneur. Tout à son honneur aussi de nous conseiller d'y avoir recours. Il aurait pu garder sa petite solution pour lui dans son coin. Non, non, il nous en a fait part. Il nous a encouragé à faire les démarches auprès de cette banque de tissus. Et effectivement, je crois que c'est intéressant. Alors après, j'espère qu'il y aura des tissus pour tout le monde. J'espère qu'il y aura des allogreffes tendineuses pour tout le monde. Mais par exemple, au sein de mon groupe Ortho Sud, eh bien, je le recommande à mes associés, non seulement du membre inférieur, qui font du genou ligamentaire comme moi, mais aussi à ceux qui font de l'épaule. Je pense notamment à la chirurgie de la disjonction acromioclaviculaire chronique, qui nécessite des prises de tendons. Eh bien, je dis à mon confrère, plutôt que de me piquer un DI sur un genou, commandez une allogreffe pour faire votre DAC. Et comme ça, vous aurez un résultat qualitatif. Vous n'aurez pas à faire un deuxième abord chirurgical au niveau du genou, qui en plus, nous, chirurgiens du sportif, peut nous gêner dans un second temps. Donc, je crois que voilà, c'est un peu de méconnaissance, un peu de manque de diffusion, alors que la technique, voilà, je pense, en toute modestie, ne présente pas de difficultés particulières. C'est un peu plus organisationnel, un peu plus de s'ouvrir aux choses différentes. De mon côté, les patients, ce qu'ils nous rapportent, c'est qu'ils ont peur d'avoir besoin de prendre un traitement anti-rejet, ils ont peur d'attraper une maladie, ils ont peur. En fait, il y a vraiment tout un aspect mystique autour de l'allogreffe qui, par rapport au prélèvement sur une personne qui est morte, disposer d'un tissu d'une personne qui est morte, et tout ça est finalement un gros frein, alors qu'au total, la qualité des tissus et la, la simplicité finalement de la rééducation, puisqu'elle est exactement la même que sur un transplant habituel,
permettrait de sortir de pas mal de situations compliquées. Des patients à qui on a volé un DIDT et de l'autre côté un tendon du quadriceps, eh bien, ça fait une cinétique de fonctionnement du genou qui est très perturbée. En rééducation, ce sont des gens qui ont souvent des frissons, qui ont souvent des douleurs importantes au niveau du genou et qui ne retrouvent pas tout le temps une stabilité importante et peut-être pas tout le temps le niveau de pratique physique auquel ils étaient habitués auparavant. Donc, ce sont seulement ces aspects de méconnaissance, où je te rejoins, Florence, sur le sujet, qui ont peut-être fait que c'est aujourd'hui pas une technique qui est très employée. J'espère qu'avec ce cours webinaire, on a pu lever quelques interrogations et dans nos cabinets, on pourra transmettre entre guillemets la bonne parole à nos patients et leur dire qu'ils peuvent y aller parce que je crois que c'est une bonne solution. Ça évite de déshabiller complètement un genou pour le réparer au niveau dentaire. Et en termes de fonctionnalité, on obtient des genoux qui sont bien plus fonctionnels et plus faciles à rééduquer pour notre partie. Merci beaucoup, Johan. Pour terminer, qu'est-ce qui permet de certifier que le patient est capable de retourner sur le terrain dans le cadre d'une réathlétisation après une allogreffe? Est-ce qu'il y a des signes distincts, différents d'une rééducation classique? Sincèrement, je ne crois pas. Après, il faut qu'au niveau psychologique, on l'a évoqué aussi sur la partie que j'ai présentée, il y avait un test intéressant qui était ACL-RSI qui permettait de mesurer l'appréhension que le patient avait à reprendre des activités physiques et sportives. Donc, si déjà au niveau psychologique, le patient se sent prêt, c'est qu'il y a déjà peut-être une partie des moyens musculaires et proprioceptifs qui sont tout à fait en place pour reprendre l'activité physique. Et après, de manière plus objective, il va falloir mesurer cette capacité fonctionnelle. Et là, eh bien, on peut reprendre soit le test isocinétique et le comparer avec le côté sain s'il n'a pas été opéré. On peut aussi le comparer à des normes. On peut aussi mettre en place des tests plus fonctionnels. Et moi, je prêche plutôt pour ces tests-là qui ressemblent à ce que le patient va retrouver dans ses activités physiques. C'est-à-dire que les tests, les clusters de tests que propose le CASTAR, c'est des sauts, c'est des courses, c'est des changements de direction. Ce sont des exercices très simples que chacun peut mettre en place dans son cabinet et qui permettent d'avoir une mesure objective de la capacité fonctionnelle du genou. Merci beaucoup, Johan. Donc, nous allons clôturer ce webinaire. Merci à tous les deux pour vos interventions très enrichissantes. Pour plus d'informations sur l'allogreffe et sur la rééducation qui en découle, vous pouvez retrouver le docteur Florent Bouscaïré en courant octobre au cours d'un EPU Ortho-Sud avec la clinique Saint-Jean sur le genou et le membre inférieur. Et également, pour perfectionner vos connaissances sur le sujet, notre formation kiné concept global de genou a lieu jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine dans différentes villes de France. Donc, merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci Florent pour avoir assisté à l'intervention et puis le plaisir d'échanger de nouveau sur des sujets qui nous concernent. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.